Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Un suspense insoutenable, 511 livres pour cette rentrée littéraire. Et parmi ces 511 livres, nous en avons retenu 10. Nous, c'est qui? C'est l'Obs et France Culture. Et nous allons donc, avec les invités qui sont dans ce studio et ceux qui sont en duplex, vous dire quels sont ces livres et pourquoi nous les avons choisis. Je vous présente mes camarades qui sont autour de moi. Pour l'Obs, Jérôme Garcin, bonjour, vous êtes rédacteur en chef culture à l'Obs. Elisabeth Philippe, journaliste à l'Obs. Sandrine Trainer, la directrice de France Culture. Arnaud Laporte, producteur de l'émission Affaires culturelles du lundi au vendredi de 19h à 20h sur France Culture. Et à quoi pensez-vous? C'est vous que l'on entend, Arnaud, à la fin des matins désormais dialoguer avec des artistes. Et puis un nouveau camarade qui est en duplex en ce moment même. Mathias Sénard, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, bien sûr, mais aussi vous venez de rejoindre notre antenne car vous allez nous proposer tous les dimanches à 17h la salle des machines. Qu'est-ce que ça va être la salle des machines, Mathias? La salle des machines, c'est l'occasion pour des écrivains d'aujourd'hui de nous expliquer comment fonctionne leur moteur, de nous parler de leur roman récemment paru et aussi de discuter plus profondément de ce que c'est qu'écrire un livre, comment on y parvient et qu'est-ce que c'est qu'un projet littéraire. Un écrivain qui parle à d'autres écrivains, c'est ça, vous allez parler boutique, ça vous fait quoi? Je suis à la fois extrêmement heureux et puis un peu intimidé, quoi. C'est pas rien, d'abord, même si j'ai une passion pour le livre, d'interroger ses confrères ou ses camarades en littérature. Et c'est aussi vraiment un grand plaisir, quoi, et un honneur que d'être à l'antenne toutes les semaines. Avant de vous interroger pour savoir quels sont les livres que vous avez choisis, Jérôme Garcin, pour l'Obs, votre point de vue sur cette rentrée littéraire, quel regard portez-vous sur les livres qui sont aujourd'hui en librairie? C'est pas la première rentrée littéraire que je suis, c'est moins qu'on puisse dire. Celle-là, je la trouve formidable. En qualité, évidemment. Contrairement à ce qu'on pensait en quantité, tout le monde dit que à cause de la pandémie, la production allait baisser. On a 511 titres, il y en avait 524 l'an passé. Et enfin, c'est l'expression, touchons du bois, et en particulier à France Culture, mais l'expression quand même de la bonne santé de l'édition et du livre en France. Tous les domaines culturels sont saccagés, massacrés, abîmés. Le spectacle vivant, évidemment. Le cinéma a passé un bien mauvais été avant l'arrivée de Tenet de Nolan. Le livre, lui, juste un chiffre, qui est celui de l'Observatoire des librairies entre la fin du confinement, en France, entre la fin du confinement et le 18 juillet, 20% d'augmentation de la vente des livres en France. Je veux dire que tout ça montre que cette rentrée littéraire arrive à point nommé et qu'elle est, pour moi en tout cas, très fastueuse et très heureuse. On reparlera d'ailleurs des chiffres de la librairie dans une vingtaine de minutes avec un libraire. Sandrine Trainer pour France Culture, votre point de vue sur cette rentrée? Non, je suis en total accord avec ce que vient de dire Jérôme. Je pense que ça faisait partie des grandes interrogations, des grandes inquiétudes que de savoir si, après un moment de confinement où des livres s'étaient arrachés au noir devant certaines librairies qui étaient fermées mais qui ouvraient quand même pour pouvoir transmettre des livres, est-ce que les gens allaient retourner en librairie? Parce qu'après tout, si on veut absolument jouer la carte de l'inquiétude maximum, on peut se dire « une librairie, c'est très dangereux. Après tout, les gens manipulent des livres sur lesquels il y a du virus et puis ensuite ça circule. » Bon, évidemment, ça ne se passe pas comme ça. Les gens sont en librairie, ils achètent des livres, ils vont en lire. Nous en avons beaucoup lu cet été et c'est un bonheur renouvelé que de retrouver cette forme de normalité. Que de pouvoir avoir la disponibilité d'esprit que l'on n'avait pas toujours toutes et tous pendant le confinement, la disponibilité d'esprit qui permet de plonger dans une histoire que l'on vous raconte. Allez, premier choix, Mathias Sénard, un livre dont on m'a dit grand bien, l'histoire du fils de Marie-Hélène Lafon, c'est chez Buchet-Chastel. Pourquoi avoir choisi ce livre, Mathias Sénard? Alors, j'ai choisi ce livre parce que d'abord c'est un style, c'est une façon d'écrire absolument merveilleuse, magnifique,
une maîtrise extraordinairement mélodieuse et précise de la langue française, sans être ni emprunté, c'est toujours juste. Et puis parce que c'est une histoire de province entre Aurillac et le Lot, un peu Paris, tout au long du XXe siècle, une histoire de dévoilement, une histoire de famille avec des personnages assez extraordinairement bien décrits. J'ai un personnage de mère notamment qui se refuse, on pourrait dire, à l'être. Enfin, vraiment tout un ensemble de portraits qui sont pas justement une galerie, mais réellement des gens qui interagissent dans la beauté de cette langue absolument parfaite. C'est une intrigue qui se déroule sur fond de ruralité entre Figeac, Chanterelle ou Aurillac. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, entre le Lot et le Cantal. C'est un écrivain, Marie-Hélène Lafont, qui a l'habitude de poursuivre cette trame, Mathias Hénard. Oui, c'est une autrice qu'on connaît justement pour à la fois la très grande beauté de son style et en même temps cette obsession pour ces territoires du Massif central et qu'elle dévoile, explore avec une langue extrêmement sensible, des odeurs, des parfums, des plaisirs et des douleurs. C'est aussi, je pense, une autrice de la dureté, de la difficulté de la vie. Absolument extraordinaire. Et oui, elle dit qu'elle est venue à l'écriture tard, dit-elle, à 34 ans, et elle a été très influencée par Pierre Michon, Mathias Hénard. Ah oui, d'ailleurs, dans l'histoire du fils, c'est amusant, il y a un personnage qui s'appelle Michon, qu'on pourrait comme ça peut-être prendre pour un clin d'œil. Effectivement, elle a sans doute été influencée par Pierre Michon. Elle parle aussi beaucoup de Calafert et de ces auteurs français absolument extrêmement importants aujourd'hui, qui ont beaucoup de disciples, si je peux dire. Absolument. On passe de la ruralité française à la banlieue avec vous, Elisabeth Philippe, pour l'Obs. Vous avez choisi La tannerie de Célia Lévy aux éditions Tristram. Oui, La tannerie, c'est le 4e roman de cette autrice française et c'est, pour le résumer assez grossièrement, c'est l'éducation sentimentale à l'heure de Nuit debout. Et à la place de Frédéric Moreau, on a une jeune héroïne qui s'appelle Jeanne, une Bretonne qui monte à Paris, comme on dit, et qui va se retrouver employée dans cette institution culturelle appelée La tannerie. Et elle est toute éblouie, elle n'a pas les codes, elle n'a pas les références. Donc Célia Lévy joue beaucoup avec cette perte de repères. Et elle est évidemment éblouie par l'aisance, la maîtrise des références culturelles de toutes les personnes qui l'entourent, éblouie par les fêtes, par ce sentiment de liberté. Et petit à petit, elle va réaliser que tout ça n'est pas aussi idyllique qu'elle le croit et découvrir la précarité qui se cache derrière cette belle institution qui promeut des expositions exigeantes, qui invite des stylistes syriens très pointus, c'est l'expression utilisée par Célia Lévy. Donc il y a une forme d'ironie qui là aussi rappelle Flaubert, et donc je parlais de Nuit debout puisque progressivement la jeune héroïne va se retrouver prise dans les mouvements d'abord des manifestations contre la loi travail, puis de Nuit debout. Et ce qui est assez frappant dans le texte de Célia Lévy, c'est une écriture très classique qui s'empare d'un sujet extrêmement contemporain, et il y a ce frottement, ce télescopage qui est extrêmement intéressant et qui fait tout le charme de ce roman. Une écrivaine d'origine chinoise qui vit en France et elle est malgré tout à cheval entre les deux cultures puisqu'elle séjourne très souvent à Shanghai, Elisabeth Philippe. Oui, alors là, ça ne transparaît pas dans le roman. On est vraiment dans une description et une peinture de l'époque et de la France contemporaine avec tous ces petits ridicules aussi, et elle les saisit parfaitement. C'est très très drôle, notamment au travers du personnage de Julien qui éblouit totalement Jeanne par sa culture. Il se promène toujours avec un livre de Castoriadis dans la poche. C'est vraiment le type d'homme qui sait exactement où trouver la meilleure pizza à Paris, etc. Et donc, tous ces petits ridicules, Célia Lévy les saisit avec un art très juste. Qu'est-ce qu'elle retient de Nuit debout, Elisabeth Philippe ?
De Nuit debout, elle retient une tentative d'expérience collective face à la solitude que peuvent éprouver les êtres, et notamment des êtres comme Jeanne qui se retrouvent totalement perdus, notamment dans Paris. Il y a vraiment aussi cette description de Paris comme lieu qui absorbe et qui rejette. Et ça, c'est très intéressant. Il y a ce mouvement tout le temps dans le livre de Célia Lévy, et mouvement notamment parce qu'il y a aussi ces allers-retours de Jeanne entre Paris et sa Bretagne, la Bretagne dont elle est originaire. Et donc, De Nuit debout, oui, elle retient, je pense, cette tentative d'expérience collective. Arnaud Laporte, ça vous fait réagir, ça. Mais oui, non, mais je voulais Je sais pas juste pourquoi. préciser mon expérience de lecteur. Moi, je ne connaissais pas Célia Lévy, je l'ai lu cet été. J'avoue qu'au début, j'ai eu un petit peu peur. C'est pour ça que je voulais témoigner, pour dire que peut-être qu'il faut un peu s'accrocher, parce que je me dis, oh là là, ça y est, les clichés anti-art contemporain dont les écrivains sont friands généralement. Et comme l'a très bien dit Elisabeth Philippe, comme elle le dit toujours très bien, il y a effectivement une véritable progression dans le récit. On voit que ce ne sont pas des clichés, c'est une naïveté de cette jeune héroïne. Et il faut vraiment la suivre jusqu'au bout. Donc vous avez été rassuré. Poursuivez, Arnaud Laporte, parlez-nous de Chaviré de Lola Lafont aux éditions Actes Sud. Alors, Chaviré, Lola Lafont. C'est votre choix quand même. Oui, c'est mon Faut choix, le dire. comme dirait une animatrice de télévision que j'adore. 3 citations en exergue de ce roman. La première est signée Jacques Derrida, la deuxième Alfred de Musset, la troisième Jean-Jacques Goldman. Donc je trouve que ça commence assez bien et que ça donne quand même le ton de ce livre de Lola Lafont qui va nous faire passer du rêve d'une petite fille qui s'imagine déjà étoile du ballet de l'Opéra de Paris et qui sera danseuse étoile, mais dans l'émission Champs-Élysées de Michel Drucker, ce qui n'est pas honteux, mais ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ce qui n'est pas honteux, c'est un des sujets de ce livre-là. Est-ce qu'on peut s'élever socialement par quel, on va dire, travers il faut passer, par quelle humiliation peut-être il faut passer. C'est un roman qui commence en 1984, donc on va découvrir cette petite Cléo, qui a 13 ans à ce moment-là, un milieu social très modeste, elle prend des cours de danse dans son quartier, elle est repérée par une femme mystérieuse qui a tous les atours d'une grande bourgeoise qui sort dans les yeux de la petite fille d'un magazine en papier glacé. Miroir aux alouettes, on le verra plus tard, mais lentement, parce que Chaviré, c'est un roman choral. On le dit souvent, mais c'est une expression toute faite. Mais c'est vrai, parce qu'on va voir le kiné qui s'occupe de réparer pas seulement les gros bobos des danseuses et de leur corps martyrisé, mais aussi un peu leur âme. On verra Claude, l'habilleuse d'un équivalent de Moulin Rouge. On verra Betty, une autre apprentie artiste. C'est un récit qui fait des allers-retours entre différentes époques, entre le passé jusqu'à notre présent. Et puis, on va voir ça quand même assez vite. C'est une histoire qui résonne avec beaucoup de choses dans l'actualité de ce qu'on peut lire. C'est d'ailleurs un vrai thème, la honte sociale, la question du déclassement chez Célia Lévy, à la fois chez Lola Lafont, dans la littérature contemporaine. C'est très prégnant. Oui, Arnaud Laporte. Oui, non, je confirme absolument. Il y a d'autres romans dans cette sélection dont on pourra parler. Depuis quelques Elisabeth années, Philippe. effectivement, c'est un thème qui est de plus en plus saillant. Et cette année, il y a aussi une dimension très politique dans beaucoup de romans. Je pense à celui d'Alice Zeniter aussi, comme Un empire dans un empire, où on retrouve aussi Nuit debout. Et il y a notamment un personnage d'assistant parlementaire. Donc c'est une peinture de la politique aujourd'hui qui est très, très juste aussi. Pierre Ducrozet aussi, Le Grand Vertige chez Actes Sud, où là, c'est la crise climatique qui est prise en considération. Donc cette dimension politique, et pas seulement la question du déclassement, mais vraiment, il y a presque une dimension militante dans certains textes qui paraissent aujourd'hui. C'est le cas aussi de Raphaël Nizan, Sous un ciel vide, aux éditions Maurice Nadeau, qui est un texte très puissant d'un auteur, alors anonyme, c'est un pseudonyme, ce Raphaël Nizan, je ne sais pas qui c'est, mais il est très puissant. On va l'entendre, Alice Zeniter, tout à l'heure, vous le savez, Guillaume, dans exactement 1 heure, puisque je lui demanderai, comme chaque matin, à quoi elle pense, puisqu'elle sera ce soir dans Affaires culturelles. Juste un mot pour dire quand même que Lola Lafont, bien sûr, il y a cette question de honte sociale, mais il y a aussi, et ça résonne avec l'affaire, avec Jeffrey Epstein, avec Gabriel Matzneff, parce qu'il s'agit quand même aussi de décortiquer un réseau d'hommes influents qui aiment bien les petites filles. Et il y a vraiment une tension. Enfin, moi, j'avais mal pour Cléo au fur et à mesure de la lecture, parce qu'il y a vraiment un suspense très angoissant, parce qu'on voit bien que cette petite fille, cette jeune adolescente, va se faire piéger. Il y a quelque chose de très fort et de très éprouvant aussi à lire Lola Lafont, Chaviré chez Actes Sud. Nous poursuivons cette sélection. Ces 10 livres que France Culture et l'Obs ont choisi pour cette rentrée littéraire. Avec vous, Jérôme Garcin, peut-être Yoga d'Emmanuel Carrère. Oui, on va en parler avec Elisabeth, puisque aujourd'hui, je
je vous conseille d'acheter l'Obs. On fait la une. On y trouvera quoi, par exemple, Jérôme Garcin? On fait la une sur Emmanuel Carrère, justement, avec un entretien passionnant qu'Elisabeth a fait avec l'écrivain de yoga, dont je vous rappelle que ça fait quand même presque 6 ans ou 7 ans qu'on n'avait pas entendu parler de lui. Et on comprend pourquoi en lisant ce livre, qui est un récit. Et pas un roman, un récit absolument abyssal. On croit que c'est un livre sur le bonheur, sur le yoga, exclusivement sur la méditation et ce qu'elle peut procurer. Et en fait, c'est une descente aux enfers, notamment de la dépression, notamment de l'hospitalisation à Sainte-Anne pendant des mois. Carrère y a été, on ne dit plus interné, on dit hospitalisé maintenant, avec électrochoc, etc. Et en même temps, dans ce livre, il y a tout, parce qu'il y a ça, mais il y a aussi les migrants, il y a aussi les tragédies des attentats. Et c'est d'une violence incroyable, mais c'est surtout un autoportrait, mais je vais laisser Elisabeth en dire quelques mots, un autoportrait à la fois noir et en même temps avec de l'espoir de cet écrivain extraordinaire qu'est Emmanuel Carrère, moi qui m'a totalement bouleversé. Elisabeth, c'est un livre absolument magnifique. Enfin, c'est un peu bateau de dire ça, mais vraiment, c'est un vrai choc. Et toujours, il y a cet art d'Emmanuel Carrère, cet art du récit, de la narration, qui fait qu'on a l'impression qu'il nous prend par la main, parce qu'on pourrait se dire, mais c'est extrêmement compliqué. D'un côté, le yoga, le bonheur, la méditation, et puis de l'autre, la dépression, l'hôpital psychiatrique. Mais où il nous emmène? Et par son art du montage, la façon dont il fait se télescoper des images, des idées, il arrive à faire tenir ensemble ces éléments très disparates, voire opposés. Et en ce sens, il fait vraiment œuvre de yoga, parce que c'est l'origine même du mot yoga, c'est faire tenir ensemble sous le même joug. Et c'est au-delà même d'un autoportrait, d'un récit personnel, ce que ce livre est, c'est un livre magnifique sur la condition humaine, ce que c'est qu'être un homme aujourd'hui, petite chose un peu vulnérable, prise dans le samsara, ce terme sanskrit qui veut dire la condition humaine, enfin le monde, avec tout ce qu'il a de violent, et c'est époustouflant. Est-ce que c'est que de survivre quand on a envie d'en finir avec la vie, puisqu'il a été aussi à Sainte-Anne avec des pulsions suicidaires très très fortes, et c'est voilà, se battre pour ne pas mourir, c'est ça aussi ce livre incroyable. Et je voudrais juste préciser qu'il y a encore une fois, comme c'est un livre double, il y a des pages déchirantes, très très fortes, évidemment, sur cette descente aux enfers, mais il y a aussi des pages extrêmement drôles. Et c'est ce qui fait toujours l'art de Carrère, c'est ce mélange des genres. Et cette tendance de l'autoportrait, de l'autobiographie, Elisabeth Philippe, elle est présente là aussi? Présente, mais je pense que ce qu'on appelle l'autofiction est quand même moins... Elle est moins forte que les autres années. Que les années précédentes. Oui. Ça veut dire que c'est le reflux? Petite pause, peut-être. Attendez, parce que à cause malheureusement du confinement, on va avoir beaucoup d'autofiction confinée dans les semaines qui viennent. Pour l'instant, on n'a pas encore de journaux Dieu merci. Confinement, mais ça va venir en vrac. Arriver. Voici donc, on va poursuivre dans quelques instants à vous donner cette sélection des 10 livres choisis par l'Obs et France Culture. On vous a déjà parlé de yoga d'Emmanuel Carrère, c'est chez POL. L'histoire du fils de Marie-Hélène Lafon chez Buchet-Chastel. Chaviré de Lola Lafon aux éditions Actes Sud. En attendant, il est 8h sur France Culture et voici le journal. 7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et l'on évoque cette rentrée littéraire, 511 livres, nous en avons choisi 10 avec nos camarades de l'Obs, représentés ici par Jérôme Garcin, le rédacteur en chef culture, Elisabeth Philippe, et pour France Culture par la directrice de France Culture, Sandrine Trainer-Arnaud Laporte, qui produit Affaires culturelles et que vous entendez chaque jour désormais dans les matins avec À quoi pensez-vous? Et puis l'écrivain Mathias Sénard, qui est devenu lui aussi violet puisqu'il anime le magazine littéraire La Salle des Machines, dont la première sera le dimanche prochain à 17h. J'imagine que vous avez le trac, Mathias. Mais avant de continuer à égrener la liste de ces 10 ouvrages choisis par nos camarades et par nous-mêmes, il s'agissait d'évoquer également la bonne santé de la librairie. Pascal Thuot, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de la librairie 1000 pages à Vincennes et justement, on parle beaucoup en ce moment d'aider le secteur culturel. Qu'en est-il pour la librairie ? Bien écoutez, à notre grande surprise, le moment du déconfinement a été un moment, en tout cas en ce qui nous concerne à 1000 pages, mais je crois que ça a été aussi ce qu'ont vécu beaucoup de libraires partout en France, un moment de retour des clients de façon très massive. Et ça a été une surprise très agréable et c'est vrai que ça nous a
poussé à la fois à montrer les qualités de la librairie quand il s'agit de défendre des catalogues, mais aussi ça nous a montré que les gens qui fréquentaient peut-être un peu plus les rayons virtuels des pure players sur Internet ont eu envie, après ces 2 mois d'isolement, de retrouver le contact des livres en direct sur les étagères et de voir leur libraire dans le respect des gestes barrières. Pascal Thuot, ça veut dire que vous avez vendu des livres et tout le monde s'en félicite. Quel type de livre est-ce que vous avez vu des tendances émerger ? Alors, comme tout le monde a été privé de nouveautés pendant un certain temps, pendant quelques semaines, on a vu 2 choses. On a vu déjà un retour sur des nouveautés qui étaient censées avoir passé de mode pendant cette période. Donc les nouveautés qui ont paru entre janvier et mars ont retrouvé une belle santé. Mais surtout, et ça c'est un fait vraiment très étonnant et très saillant, c'est que les gens se sont tournés vers les classiques de façon très massive, mais également aussi vers des fonds de catalogue qui sont peut-être moins fréquentés, ce qu'on appelle les livres à rotation. Donnez-nous des exemples de classiques ou de fonds de catalogue, comme vous dites. Il y a eu un vrai retour sur les grands monuments du 19e siècle, Balzac, Dumas, la poésie aussi, qui a fait un retour totalement inespéré. La poésie de qui ? La poésie de Baudelaire, de Verlaine, mais aussi les poètes que nous défendons. Une ligne éditoriale plus contemporaine ou plus internationale. Et en fait, on a eu la parole beaucoup plus qu'on ne l'a habituellement. On nous a beaucoup demandé d'orienter les gens, de leur faire découvrir des horizons nouveaux. Et ça, c'est quelque chose dans ces proportions qu'on n'avait pas connu depuis longtemps. Justement, on pourrait peut-être terminer par une surprise, un livre que l'on n'attendait pas et qui a suscité beaucoup d'enthousiasme, notamment dans votre librairie, la librairie 1000 pages à Vincennes. Alors nous, c'est lié en fait à un travail qui a été accompli par l'équipe pendant le confinement autour et qui était en germe depuis longtemps. Vous savez, notre relation profonde à la culture nord-américaine au travers du Festival America. Et en fait, on avait entrepris il y a quelques semaines, voire même mois, un travail plus global sur les littératures afro-américaines au cours du XXe et du XXIe siècle. Et parmi tous ces livres et le travail qu'on a accompli, qui a conduit à un travail écrit, à une revue qui s'appelle la 1000 pages Review, on a vu un retour sur un auteur prestigieux et fameux, mais qui pendant longtemps a été un petit peu mis à l'écart, c'est James Baldwin. Et le Harlem Quartet a été vraiment un des très très grands succès de la réouverture de la librairie. Alors c'est un livre qui existe depuis 25 ans en traduction française, un livre qui a été écrit au cours des fin des années 70. Et ça montre bien que les gens sont très connectés à ce qui se passe dans la société et qu'ils cherchent dans la littérature des réponses au travers de cette exploration tout à fait sensible et personnelle des individus qui sont pris dans le flot de leur propre vie. Voilà, et ça c'est vraiment quelque chose qui nous a beaucoup marqué et qui, je pense, est l'un des signaux envoyés par les lecteurs pendant cette période. Merci Pascal Thuot et bonne journée donc à la librairie 1000 pages à Vincennes. Et Merci. Puisque vous avez évoqué, Pascal, la littérature étrangère, Sandrine Trainer, dans cette sélection Nickel Boys de Colson Whitehead chez Albin Michel. Oui, pour enchaîner avec ce que l'on vient d'entendre et me faisant la porte-parole d'Olivia Gesbert, qui l'avait lu la première, et d'ailleurs je vous renvoie sur la grande table d'hier où elle recevait l'auteur. En effet, nous avons mis dans la sélection le nouveau roman de Colson Whitehead, Nickel Boys, qui est un roman extrêmement puissant. Vraiment, je vous renvoie sur l'écoute de l'émission et la lecture du roman qui se passe, on parlait de littérature afro-américaine, qui se passe dans une école de redressement qui du reste a de fait existé. Colson Whitehead dit qu'il n'a pas eu besoin d'exagérer, d'accentuer la réalité, il n'a eu qu'à se pencher sur cette école où ont eu lieu des sévices, des meurtres racistes entre les années 1940 et 1960, avant que cette école soit enfin fermée en 2011. Il s'en inspire pour un roman extrêmement puissant sur la condition noire, puisque le personnage principal, qui s'appelle Elwood, est là, accusé d'un vol qu'il n'a pas commis, et lisez le livre. On peut peut-être rappeler, Sandrine Trainer,
Juste un mot, Jérôme Garcin. ça a duré plus d'un siècle, cette école. Comme le disait Sandrine, ça a été supprimé en 2011, c'est tout récemment. C'est-à-dire que quand on lit le roman, on est vraiment estomaqué par la persistance de cette école qui aurait dû être fermée depuis des dizaines d'années, quoi. On peut peut-être rappeler que Colson Whitehead a eu le prix Pulitzer en 2017. 2 fois le prix Deux fois. Pulitzer. 2 fois. Et c'est donc la suite de cette exploration de la blessure raciale de l'Amérique, Sandrine. Ouais. Oui, tout à fait. Je pense que c'est peut-être l'occasion et nos amis de l'Obs ont sélectionné aussi un roman étranger. Je pense que Jérôme ou Nos amis de l'Obs. vous nous en parlez. Mais c'est aussi une rentrée littéraire extrêmement puissante du côté des rayons étrangers. Je m'en voudrais de ne pas citer le roman de Colum McCann qui paraît ces jours-ci aux éditions Belfond, qui nous emmène dans le monde israélo-palestinien, et puis peut-être Daniel Mendelsohn aussi, parce que ces auteurs, contrairement à Colson Whitehead, nous l'avions hier, Olivia Gesver était avec lui en duplex avec New York, mais tous ces auteurs devaient venir en France et ne pourront pas venir, que ce sera important de porter leur voix. Alors, Oui, Jérôme, juste un mot, pardon. si Sandrine joue à ce jeu-là, moi j'ajoute le Julian Barnes, le romancier anglais qu'on connaît bien, je crois que c'est L'Homme en rouge au Mercure de France, le titre, qui est un portrait romancé de Samuel Pozzi, qui était ce médecin incroyable du 19e, mais c'est surtout les relations entre la France et l'Angleterre. Donc j'ajoute le Barnes à l'escarcelle. Et les Lyonnes, je crois. Puisque, Alors là, oui, en parce que l'occurrence, vous l'avez mis trichez dans la avec les sélection. Barnes, C'est pour mais ça que Elisabeth Philippe, les Lyonnes sont dans la sélection. C'est le roman de Lucie Hellman et il est publié au Seuil. Et surtout, il est traduit par Claro. Et là, il faut toujours donner le nom des traducteurs. Mais là, dans le cas de ce livre de plus de 1000 pages, il faut le souligner doublement parce que c'est du grand art ce qu'a fait Claro avec ce livre qui, en fait, 1000 pages, une seule phrase. Et une seule phrase qui englobe toute la vie de la narratrice, qui est une mère au foyer de l'Ohio. Et on plonge réellement dans sa tête, dans ses pensées, qui sont rythmées constamment. Toutes les phrases commencent par le fait que. Et donc, on est dans ce flux de conscience à la Virginia Woolf ou à la Joyce, mais l'humour en plus, les notifications de téléphone portable en plus. Et ces pensées vont de la confection des canapés pour le cocktail qu'elle prépare le soir, à la petite maison dans la prairie, en passant par ses enfants, les souvenirs du cancer qu'elle a eu, Trump, l'Obamacare, Black Lives Matter. Tout ça, et ça se lit de façon extrêmement fluide. On est porté par ce rythme, par cette écriture. Moi, j'ai aussi pensé, du côté très litanique de la langue, à Jeanne Dillman, le film de Chantal Akerman, où on voyait Delphine Seyrig répéter les tâches domestiques. Et il y a cette impression de répétition. Je crois que c'est Simone de Beauvoir qui disait que le ménage, c'est le mythe de Sisyphe des femmes. Il y a un côté Sisyphe dans ce livre, mais qui n'est jamais lassant pour le lecteur. C'est ça la très, très grande prouesse de ce livre, de ce livre monstre de cette écrivaine britannico-américaine qui vit aujourd'hui en Écosse. C'est une expérience de lecture absolument singulière et il ne faut pas être rebuté par le côté brique et annuaire du roman parce que c'est spectaculaire et c'est vraiment très prenant. Justement, comment expliquer à la fois cette simultanéité, une seule phrase, 1000 pages? Elisabeth Philippe. En fait, c'est un roman qui est à la fois encyclopédique par la façon dont il englobe tous les sujets contemporains, de l'Amérique notamment. Donc, je le disais, la narratrice évoque aussi bien Trump que le racisme aux États-Unis. C'est vraiment un thème extrêmement prégnant dans la littérature nord-américaine. Et c'est un roman aussi intimiste, puisque c'est sa vie de femme, qui évidemment dans laquelle tout le monde peut se retrouver, qui est passé au tamis de ses pensées. Donc il y a ce double mouvement dans le roman et ce qui fait qu'on est porté par cette langue. Sandrine Trener. Non, écoutant Elisabeth, je pensais simplement une phrase, 1000 pages. Ça me rappelle le très grand livre d'un de nos camarades qui est en ligne, là, en ce moment. Ça s'appelait Zone et je crois que l'auteur s'appelait Mathias Hénard. Mathias Hénard, vous êtes en ligne en ce moment même, je crois. Tout à fait. Vous pourriez peut-être en profiter pour nous présenter Le ciel des hommes de Diane Meur aux éditions Sabine Vespizer. Oui, alors Diane Meur, on la connaissait, on l'avait quittée il y a 5 ans sur un gros roman qui s'intitulait
la carte des Mendelssohn où elle retraçait la généalogie et la position un peu sur toute la planète de cette grande famille Mendelssohn depuis le XVIIe et XVIIIe Il n'y siècle. avait pas Daniel Mendelssohn encore. Il n'y avait pas encore Daniel Mendelssohn. Je crois que c'est pas la même famille. Il y en a plusieurs. Non mais ça va, on l'écrira nous-mêmes, la biographie de Daniel Mendelssohn. Continuez Mathias. Et là on la retrouve donc dans Sous le ciel des hommes, qui est entièrement différent. C'est un roman qui se passe dans une ville inventée, Landeville, la capitale du Grand-Duché d'Épone, alors qui est quelque part entre... Il paraît que c'est on nous dit dans le roman que c'est le centre géographique de l'Europe, donc plus ou moins, on va dire, entre l'Autriche et la Suisse, un grand-duché francophone, très confortable, très bourgeois, assez beau, avec un lac, des maisons en bois. Et c'est un roman de personnages, plusieurs récits qui vont se rejoindre, évidemment, des interactions entre toutes ces histoires qui conforment un peu cette grand-duché d'Épone. Et principalement au début un journaliste qui cherche un migrant, qui a toutes les qualités requises pour écrire un livre sur cet homme, poussé en cela par un éditeur assez peu scrupuleux, une bande d'activistes, des camarades qui écrivent, qui ont décidé de se retrouver toutes les semaines pour écrire un pamphlet anticapitaliste, un couple qui a une histoire d'amour un peu compliquée. Bref, on suit toutes ces vies et on se rend compte petit à petit que ce roman pose des questions sur ce que c'est que l'utopie aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut retrouver le goût de l'utopie et est-ce que finalement dans notre confort capitaliste, comment décider tous ensemble, comment retrouver, créer ce qui pourrait devenir une nouvelle utopie, une forme de vie, une intelligence collective face au capitalisme ambiant. On poursuit cette sélection avec vous, Jérôme Garcin. Un autre livre parmi ceux que l'Obs et France Culture ont donc choisi, peut-être Comédie française. Je crois d'ailleurs même savoir, Guillaume, que vous l'avez lu. Je l'ai lu, Comédie française. Je l'ai lu hier. D'Éric Reinhardt chez Gallimard. C'est un gros roman, 500 pages. Comédie française, c'est au pluriel. Ça veut dire qu'il y a plein de comédies françaises dans ce livre, à commencer par celle du narrateur, Dimitri, qui était un journaliste à l'AFP. D'ailleurs, le livre, on peut le dire, s'ouvre par un avis de décès. Il vient de mourir à 27 ans sur une route de Bretagne. En BMW, c'est important. Je vois que vous avez lu au moins la première page, Guillaume. Non, parce qu'au début, on dit... Bon, bref. Et dans ces comédies françaises, il y en a une, moi, évidemment, qui m'a passionné, intrigué, j'ai tout découvert d'ailleurs, c'est la manière dont la France a raté Internet, c'est-à-dire qu'on avait dans ce pays, dans les années 70, qui vit toujours d'ailleurs, un génial chercheur, qui était Louis Pouzin, qui avait inventé le datagramme, qui a préfiguré Internet, et pour des raisons compliquées, on ne va pas entrer dans le détail ce matin, de lobbying, notamment mené par Ambroise Roux, capitaine d'industrie. Le fameux Ambroise Roux. Bref, Giscard d'Estaing, à l'époque président de la République, a fait le choix de fermer le laboratoire de recherche de Pouzin, ce qui fait que Internet est allé aux États-Unis et nous, on a hérité de quoi? Du Minitel. Qui était bien aussi. Qui était bien. L'Obs s'en souvient d'ailleurs. Je mets souvent d'ailleurs dans ma deux chevaux à la fin, dans le coffre. Mais c'est vrai que voilà, c'est une des histoires. Il y en a d'autres. Il y a 100 pages éblouissantes sur les relations entre Max Ernst et Hans Pollock. Et puis il y a des histoires. Alors c'est ça qui est très étonnant dans ce roman. Je crois que ça vous a un peu troublé, voilà, Guillaume. C'est-à-dire que effectivement, on m'avait présenté ce livre comme étant celui d'un échec, celui du Minitel à la française, comme j'adore les échecs. Je me suis précipité sur ce roman que j'ai trouvé par ailleurs très bon, mais il n'est question de cela que en partie dans le roman, Jérôme Garcin. Oui, c'est une grande partie, disons. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est la traversée de ce personnage, Dimitri, ce jeune personnage. C'est comment
roman aussi raconté en 500 pages, une vie brève, hein, et c'est vrai qu'on découvre la vie personnelle. Dimitri, c'est quelqu'un qui adore le théâtre, qui adore la danse, qui a une vie sexuelle très ouverte, parfois un peu singulière. Et c'est tout ça que raconte Reinhardt. Relisez Cendrillon, Le Système Victoria, enfin tous les grands romans de Reinhardt. C'est un formidable, je dirais, autoportraitiste, parce qu'il parle très souvent de lui à travers des personnages qu'il invente. Et en même temps, c'est le roman chaque fois de la société française, très souvent de la société française. Et alors, c'est une comédie qui n'est pas drôle dans le sens où justement ce personnage qui est un jeune personnage, puisqu'il meurt jeune, Jérôme Garcin, est aussi un individu qui a finalement peu de rêves. Il traverse l'époque comme étant un peu désenchanté, on ne comprend pas très bien pourquoi mais en même il aime temps, les choses. Il croit au merveilleux, c'est un lecteur de Breton, il croit au hasard objectif, il pense qu'il a vu la même personne, il est tombé amoureux de la même inconnue, la belle inconnue, à Madrid, à Paris, à Marseille, à Bordeaux, pardon. C'est quelqu'un qui vit aussi sa vie en la rêvant, et en étant très souvent amoureux. Donc pour moi aussi, c'est une traversée merveilleuse du monde réel. L'autoportrait en chevreuil de Victor Pouchet aux éditions Finitude, Sandrine. Eh bien, c'est l'exact opposé des comédies françaises d'Éric Reinhardt, je pense. C'est-à-dire qu'il est aussi ramassé, concentré, intimiste, qu'Éric Reinhardt peut être flamboyant et collectif dans sa démarche, dans sa manière de raconter le monde. Juste 2 lignes. Alors, dans cette... Je ne connais pas du tout Victor Pouchet. Il avait fait un premier roman, Sandrine. Voilà, mais que je n'avais pas lu. Excellent, il y a 2 ans. Que je n'avais pas lu. Donc, on est éditeur Finitude. Je l'ouvre et je me dis non, pas pour moi. Je lis 5 paragraphe et je me dis si, absolument pour moi, et je l'ai lu avec un plaisir inouï. On a un personnage. Alors quelles étaient les 2 phrases qui étaient pour vous? On arrive, calmez votre enthousiasme. Donc on a un personnage qui s'appelle Elias, nous avons une jeune femme, c'est un jeune homme, une jeune femme qui s'appelle Avril. L'Elias, à l'évidence, est hanté par des souvenirs d'enfance pénible, douloureux, et elle lui dit, et je trouve ça absolument génial, elle lui dit « Tu pourrais écrire tes trucs de l'enfance, rassembler tes affaires, on trouvera ensuite la caravane, le bidon d'essence et l'allumette, et hop !» Est-ce qu'on peut guérir de l'enfance en mettant tout dans une caravane et en y mettant le feu? Je trouve que d'abord l'hypothèse est géniale. Il faudrait l'essayer, en toute sécurité par ailleurs. C'est un roman extrêmement tendre et inattendu sur un motif qui, lui, est un motif connu, qui est au fond le récit d'une enfance et d'un traumatisme d'enfance, avec un gros secret de famille que je ne dévoilerai pas. Il y a un petit frère, il y a une belle-mère. Le livre est écrit sur une note tout à fait douce et claire, un peu comme était le ciel ce matin, c'est-à-dire qui était troué comme ça d'éclairs, d'orangers et de roses sur la capitale. C'est un roman que l'on commence sans savoir où on va, et qui est une véritable éclaircie dans le ciel. Je crois que vous l'avez lu, Arnaud. Arnaud Laporte. Je plus sois dire que brûler la caravane avec tout ce qu'on a à posséder, c'est une tradition de Cégane. Pour pas laisser d'héritage, évidemment, c'est l'histoire d'un très très lourd héritage, et c'est un livre qui vous attrape du début à la fin. Dernier ouvrage de cette sélection, Histoire de la nuit, Histoire est au pluriel, de Laurent Mauvigné aux éditions de Minuit, Jérôme Garcin. C'est vraiment pour moi le grand choc de mes lectures d'été. J'aime vraiment, du verbe aimer, Laurent Mauvigné depuis son premier roman. C'est quelqu'un que j'ai toujours suivi. Je trouve qu'il a une manière absolument exceptionnelle, unique, de faire parler les sans-voix, de donner, de montrer de l'intérieur ce que vivent les gens blessés, les gens abîmés. Et là, comme on a très peu de temps, je voudrais quand même préciser que c'est un roman de 630 pages. C'est la première fois que Laurent Mauvigné donne un roman aussi ample, aussi puissant, aussi torrentiel, que je ne sais pas comment résumer, sinon en vous disant que, imaginez un seul instant
une intrigue à la Stephen King, mais traitée par Claude Simon, dans cette langue-là. C'est-à-dire, c'est l'entrée d'abord de l'horreur, sous l'étoile de minuit, des éditions de minuit, avec une histoire qui se passe dans un petit hameau, ce qui est appelé un hameau du centre de la France, qui s'appelle la Bassée. La Bassée, où le passé va arriver. Il y a un couple, une petite de 10 ans, une voisine, qui est une artiste peintre qui a été très cotée autrefois, qui est venue là. Et puis débarquent en pleine nuit 3 personnages qui sont 3 frères très intrigants, qui pourraient, comme ça, si on avait un peu d'humour, nous faire penser à des pieds nickelés. Et en fait, c'est le début d'une sauvagerie absolument incroyable, dont je ne dirai rien. Mais simplement, ce qui est intéressant, comme toujours chez Mauvignier, c'est qu'un écrivain, encore une fois, tellement proche de ses personnages que là, en l'occurrence, les agresseurs comme les agressés, il les traite de la même manière. Et je dirais, il essaye de les comprendre, de les justifier, de les expliquer. C'est un roman, d'abord, palpitant. Franchement, si c'est 630 pages, je vous promets 10-15 jours de plaisir, mais en même temps d'inquiétude, parce que c'est quand même un roman de l'effroi, admirablement écrit, époustouflant roman pour moi. Voilà, de Laurent. Elisabeth Philippe, vous avez l'air d'être d'accord. Oui, mais c'est pas en 15 jours. Moi, c'est un livre que j'ai lu en quelques heures, tellement on est pris, on est porté par... Effectivement, c'est une langue torrentielle. Mauvignier a cet art de jouer avec les voix qui est extraordinaire, avec les points de vue aussi. On a l'impression que la caméra bouge comme ça de personnage en personnage. C'est exceptionnel. Pour moi aussi, c'est un grand roman de la rentrée. 10 romans à lire pour cette rentrée, et aussi une manière de s'engager, Sandrine Trainer, pour la culture, comme le fait l'Obs, puisque c'est Emmanuel Carrère en couverture. Oui, je voudrais dire quand même, plaidoyer qui n'est pas un plaidoyer pro-domo, qui est un plaidoyer collectif. On ne peut pas dire du coup pro-domo. Dire à quel point la presse, la radio, qui peuvent être très critiquées par ailleurs, jouent un rôle, non pas d'accompagnement, mais un rôle d'acteur tout à fait essentiel dans la vie culturelle aujourd'hui en France. Moi, je suis extrêmement heureuse de cette sélection que nous faisons ensemble et qui est une première manière de mettre les auditrices et les auditeurs en appétit. J'espère qu'ils liront ces livres et puis ils en liront d'autres, ils découvriront d'autres titres dans les pages de l'Obs, d'autres auteurs sur l'antenne de France Culture. Je suis très heureuse qu'on fasse ça ensemble avec un magazine qui met un auteur, un écrivain, un romancier en une de son magazine. La culture est extrêmement vivante en France. Sur France Culture, ce ne sont pas moins de 3 émissions, nouvelles émissions culturelles. On réinvente la littérature à la radio avec Mathias Sénard, Affaires culturelles d'Arnaud Laporte. Le vendredi, à la place de la Grande Table, ce sera une nouvelle émission de critique, La Critique, à laquelle participera pour la première. Ce sera de midi à 13h30. C'est Lucille Como qui officie. Et Elisabeth sera avec elle. Voilà, je pense qu'il est important de signaler à quel point, dans cette période-là, il est important de concentrer nos efforts et de choisir bien nos amis. Je suis ravie. Un dernier mot, justement, à l'ami Jérôme Garcin. Merci Sandrine. Et je pense qu'on fait tous le même boulot. D'ailleurs, même pendant le confinement, même pendant l'été, aucun de nous, dans nos journaux, dans nos radios, n'a cessé de travailler. Et encore une fois, rappelons-le, ça marche. Hein, les livres, les gens les lisent, les gens les achètent, les gens en veulent. Continuons sur cette lancée ensemble. Retrouvez cette sélection de 10 titres sur le site de France Culture et j'imagine également sur le site de l'Obs. 10 romans pour aborder cette rentrée littéraire sous les meilleurs auspices. 8h46 sur France Culture. Mes camarades s'installent. Géraldine Mosna-Savoie, Hervé Gardette et Arnaud Laporte. Lui, il reste. Qui est déjà installé. Deuxième session. Hervé, de quoi allez-vous nous parler dans quelques instants? De rentrée littéraire. Géraldine Mosna-Savoie. Faut-il vraiment rentrer? Et puis Arnaud Laporte, qui va-t-on... Alice Zéniter, on entendra à 8h55. Allez, dans quelques instants.